Radio J. Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation Plaisir. sur Radio J. Vous êtes professeur des universités, grand spécialiste du monde arabo-musulman et des usages politiques de l'islam. Vous publiez aux éditions Plomb un livre consacré au massacre du 7 octobre en Israël et à la guerre dans la bande de Gaza qui l'a suivi et qui continue de les suivre. Vous explorez également la manière dont cette crise s'intègre à un affrontement plus large entre le Nord et le Sud global. Un livre instructif, comme toujours avec vous, Gilles Kepel, accompagné d'un appareil cartographique très utile, signé Frédéric Balanche. Fabrice Balanche, pardon. Un livre intitulé, à ma grande surprise, Holocauste, au pluriel, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. Alors, Gilles Kepel, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur ce titre pour essayer de comprendre ce choix de parler d'Holocauste, au pluriel par ailleurs, terme qui renvoie, et vous l'expliquez au début du livre, à un univers où le religieux et le politique s'entremêlent. Oui, avec le sacrifice humain en général et ensuite les sacrifices animaliers qui s'y substituent, parce qu'il me semble que, comme vous venez de le dire, ce conflit terrible qui se déroule depuis les massacres du 7 octobre et qui s'est prolongé ensuite par l'hécatombe à Gaza, est aujourd'hui quelque chose qui est en train de réécrire notre représentation du monde. Et qu'il y a une volonté de faire usage de ces holocaustes qui sont recodés en génocide par les acteurs, comme l'Afrique du Sud par exemple, pour expliquer que, au fond, le fondement moral de l'ordre du monde que nous connaissions, qui avait été établi après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un consensus entre les Soviétiques, les Américains, les Français et les Anglais, qui s'était manifesté par le procès de Nuremberg, est aujourd'hui en train d'être remise en cause par un certain nombre de nouveaux acteurs. L'idée étant, l'ONU a créé l'État d'Israël pour permettre aux Juifs victimes du nazisme de bénéficier d'un lieu où ça ne se reproduirait plus. Et aujourd'hui, vous avez des acteurs qui disent « Attention, l'État des enfants des génocidés est devenu un État génocidaire ». Donc la légitimité d'Israël est mise en question et Israël fait partie du Nord oppresseur contre le Sud global, porteur de la vérité, de la justice et de la lutte anticoloniale et anti-apartheid. Et ce nouveau récit est efficace dans une partie ou la totalité des opinions publiques du Sud global ? Il est efficace même dans nos universités. Et à mon sens, ce qu'a réussi à faire Yahya Sinwar à l'échelle globale est plus important que ce qu'a fait Ben Laden le 11 septembre, même s'il y a un certain nombre d'échos, de congruences, si vous préférez, entre le 11 septembre et le 7 octobre. Dans les deux cas, l'ennemi, c'est-à-dire la superbe Amérique, superpuissance militaire, ou Israël, qui dominait militairement le Moyen-Orient, qui faisait une confiance absolue à sa technologie et à son intelligence des rapports sociaux. C'est ce que, je crois en hébreu, on appelle conceptia, enfin le fameux concept de Netanyahou, que j'essaie de déconstruire dans le livre, ont été pris en défaut. Il y a eu un défaut dans la cuirasse qui a été trouvé et qui fait que aujourd'hui Israël a subi sans doute la pire remise en question et même le pire danger pour sa perpétuité, d'une certaine façon, depuis sa création en 1948. C'est la guerre la plus importante du point de vue israélien depuis 1948 ? Il me semble, en tout cas. Et, regardez, si vous pensez à la guerre d'octobre 73, parce que le 7 octobre, j'essaie de le montrer dans le livre, a d'innombrables connotations. Ça vient exactement un demi-siècle plus un jour après le déclenchement du 6 octobre 73, qui, dans l'imaginaire et la représentation arabe aujourd'hui, est la revanche après la défaite honteuse, la Naksa, comme on dit en arabe, de la guerre des 6 jours de 67, qui utilise l'effet de surprise, c'est le Yom Kippour, et on a la même chose là, puisque c'est des Simchat Torah, dont j'ai découvert l'existence à cette occasion. Très belle fête, par ailleurs. Et donc, le matin du Shabbat, avec une baisse de la vigilance. Et c'était aussi, du côté arabe, ça s'appelait la guerre du Ramadan. Pourquoi ? Parce que ça durait
c'était pendant le Ramadan, qui coïncidait avec Kippour, et pour que les soldats puissent se battre, il a fallu proclamer le djihad, puisque le djihad suspend l'obligation du jeûne. Un peu comme, si j'ose dire, de manière plus prosaïque, la mobilisation générale fait que vous quittez votre métier pour aller à la guerre. Et donc, c'était un recodage religieux de 73. Et après, on a dit dans le monde arabe, si on a perdu en 67, c'est parce que Nasser était un mécréant. Et en 73, le mot d'ordre, c'était Allahu Akbar. Et Dieu nous a donné la victoire. Donc, vous avez ça qui est assez présent aussi dans la représentation que se font les gens du Hamas de l'attaque du 7 octobre. En particulier, et moi j'ai essayé de la qualifier du point de vue des assaillants comme une razzia. Une razzia bénie, entre guillemets. Qui rappelle la double razzia bénie du 11 septembre. Exactement. Et on oublie trop souvent que le 11 septembre se construit en fait dans le cadre de la seconde intifada. Et Ben Laden, le 7 octobre 2001, justement, comme le 7 octobre 23, est à la télé Al Jazeera, dans la grotte avec Zawahiri, et dit Aqsamu billah alladhi arfa'a as-samawat bila ahmida, j'en atteste par Allah qui a élevé les dieux sans colonne, que jamais l'Amérique ne sera tranquille tant que les armées des impies occupent les terres saintes, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et Israël. Vous voyez, et donc, tout ça est dans un système qui construit une sorte de grand récit qui va être mobilisateur et qui, à mon sens, va encore plus loin dans ce cas-là, parce que cette razzia contre les Juifs, dans les textes sacrés et dans la sira du prophète, c'est bien sûr un écho, à mon sens, de l'assaut et du massacre. La tribu juive en Arabie Saoudite. De l'oasis juive de Khaybar, qui existe d'ailleurs, enfin, pas la tribu, mais la place forte existe toujours. C'est dans une oasis magnifique au nord de Médine, de palmiers. Khaybar étant sur un rocher qui ressemble un peu à Masada, si vous voulez, par la situation physique, et où, effectivement, les Juifs sont massacrés, avec des détails de cruauté particulière, pour montrer que ceux qui mécroient. Vous rappeler que les femmes sont distribuées dans différents harems. Dont Safia, la belle juive, entre guillemets, la femme du chef, tuée par les musulmans, qui sera dans le harem de Mohammed, qui ensuite deviendra l'une des mères des croyants, avec l'islam ayant une capacité à ingérer d'une certaine manière les cultures et les vécus. Donc il faut nécessairement restituer cette histoire, cette razzia, ce pogrom du 7 octobre, dans une histoire plus longue des rapports de violence entre l'islam, notamment des origines, et les juifs. Pas uniquement, c'est présent, bien sûr. Et par exemple, Khaybar, c'est le slogan que crient les ennemis d'Israël, que ce soit Hezbollah ou Hamas, quand ils font une action anti-israélienne, qui est Khaybar, Khaybar ya Yahoud, Jaish Mohammed Sayaoud, c'est-à-dire, et ça rime en plus, Khaybar, Khaybar et les Juifs, l'armée de Mohammed est de retour. Mais c'est aussi, bien sûr... C'est un missile, vous avez rappelé aussi, je crois que c'est aussi, voilà, c'est le nom du principal missile du Hezbollah qui touche Israël, un missile iranien, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui est construit dans l'imaginaire nationaliste. Sinoir, je ne sais pas si c'est une chose que peu de gens savent, vient d'une famille de Majdal, qui est au-dessous de l'actuel Ashkelon, qui a été déplacée en 1950 par Moshe Dayan, et pour qui, donc 2 ans après la création d'Israël, et pour qui la notion de territoire est très, très présente. On retourne chez nous. Et les gens qui l'ont... Ce que disaient les terroristes. Qui l'ont traité pendant sa détention, parce que vous savez qu'il a été sauvé par un dentiste qui s'appelait, je crois, M. Bitton, qui était devenu son confident, d'une certaine manière, je lui avais sauvé la vie, et que, évidemment, le service israélien ont récupéré pour en faire son officier traitant. Et il a donné une interview, ce monsieur, je crois que c'est Bitton, à Judith Miller récemment, qui raconte ça en détail. Et donc, lui, passé son temps, il le disait très explicitement, on veut détruire Israël militairement. Et ça a été toujours pensé. À l'occasion de ce livre, j'ai écouté les interviews qu'il avait données à Al Jazeera, à l'Aqsa Télévision, à la télé El Mayadine de Hezbollah. Il dit très clairement tout ce qu'il va faire. Et on entend justement... C'est ce qui est le plus remarquable a posteriori, c'est-à-dire que cette annonce avait été faite assez clairement, que l'évaluation du risque avait été faite du côté israélien parmi certains officiers, mais que ça n'a pas été intégré. Ça s'est arrêté à la limite du conceptia, je crois, je ne sais pas, je ne connais pas les mots. Conceptia, oui. Et donc, c'est pas très difficile, c'était voilà. Et donc,
C'est-à-dire que le renseignement a ça. Vous avez ce fameux document qui avait été surnommé les murs de Jéricho, et qui donc réfère, je ne vais pas apprendre ça aux Juifs qui nous écoutent, mais au chauffard qui fait tomber les murailles, et qui, rappelons-le aussi, Josua ensuite a massacré tout le monde, sauf la prostituée qui avait accueilli les deux espions des Hébreux. Et ça, c'est très impressionnant parce que le renseignement, pas par les drones, parce que justement les tunnels permettent, mais par le renseignement humain, les gens qui sont tenus, etc. Sinwar, d'ailleurs, s'était spécialisé dans l'exécution des collaborateurs. C'était sa force. Il est surnommé le boucher de Khan Younes. Ils ont les informations, quasiment, on a le détail de ce qui va se passer, mais l'autorité politique refuse ces rapports du renseignement, pensant que ce sont des fumisteries. Et de toute façon, que Sinwar raconte tout ce qu'il veut, ça ne tire pas à conséquence. C'est à consommation interne. Il ne va jamais mordre parce que... Donc on a mal évalué côté israélien l'efficacité de sa dissuasion, de la dissuasion de Tsahal vis-à-vis notamment du Hamas? Sans aucun doute, parce que Netanyahou était convaincu que son concept, c'est-à-dire faire en sorte que le Qatar, avec l'appui des Occidentaux et l'appui des Israéliens, envoie chaque mois environ 40 millions de dollars en cash en avion à l'aéroport de Ben Gurion, où le Shin Bet ou le Mossad, je ne sais plus, l'emmenait en voiture jusqu'à Erez. Là, le relais était pris par les services secrets égyptiens, les Mukhabarat, et ensuite distribué pour assurer les salaires, etc., plus sans doute des frais de dossier significatifs pour le Hamas. Netanyahou était convaincu que ça marchait, il n'y avait pas de problème. Et donc, on ne croyait pas les rapports, parce que ça, c'était des fantasmagories, ça ne se produirait jamais. Ce qui on conduit même au fait que, autant qu'on le sache aujourd'hui, l'armée a été retirée. Les chars qui étaient à la frontière de Gaza ont été emmenés en Cisjordanie parce que... Pendant cette période de fête, considérée comme il y avait délicate. la fête, et puis il y a aussi, pas seulement, il y avait aussi, oui, le fait que la colonisation en Cisjordanie pourrait être transformée en Judée-Samarie dans l'appellation notamment des sionistes religieux de M. Smotrich et M. Ben-Gvir, qui se sont traduites par l'ONU a comptabilisé 1225 attaques en 2023, avaient besoin des unités opérationnelles pour faire la police, si vous voulez. Or, comme la majorité de M. Netanyahou est quand même dépend largement des 14 sièges que ces mouvements sionistes religieux ont à la Knesset, et donc il ne peut pas s'asseoir sur leur demande politiquement. Et tout ça crée, rétrospectivement, on voit comment cela se construit et se déconstruit, mais ça a créé cette situation de laquelle Sinwar a profité. Moi, au début, je ne croyais pas que c'était une décision qui pouvait venir de l'intérieur. Je pensais que... C'était téléguidé par l'Iran. Voilà, c'est ça. Et ça a été dénié par l'Iran, par le Hezbollah. Et, par les États-Unis aussi. Aussi. Et j'ai mis un certain temps à le comprendre parce que je n'avais pas mesuré, je ne suivais plus les enjeux du Hamas, je m'y suis intéressé beaucoup plus depuis là, je n'avais pas mesuré finalement que Sinwar avait réussi à faire basculer le rapport de force à l'intérieur du Hamas depuis le Qatar, où ils étaient, si vous voulez, restés dans la mouvance sunnite frères musulmans. Donc, autour de Khaled Meshal et Ismaël Haniyeh. Voilà, et qui ont prospéré, qui font très apparatchiks, frères musulmans, bien habillés, bien taillés, au profit du commandement militaire de Gaza, de Yahya Sinwar, qui, quand vous regardez même son langage corporel, la manière dont il parle, il s'exprime très très bien en arabe, il parle aussi parfaitement hébreu, semble-t-il, mais il a suivi des enseignements à l'université islamique de Gaza. C'est un tribun. Il a un look plutôt de gardien de la révolution iranien, si vous voulez. Et dans l'une des entretiens, dans un interview que j'ai écouté de lui, il explique comment, libéré par Netanyahou en 2011... Dans le cadre de l'accord Shalit. Voilà, l'accord Shalit, et qui est aussi par la façon dont Netanyahou, finalement, fait du Hamas un interlocuteur. Il lui donne un grand prix. Il fait libérer aussi quelques gens du Fatah, mais c'est le Hamas qui apparaît comme, d'une certaine manière, la partie adverse, qui est valorisée comme telle. Il libère Sinwar, c'est au moment des printemps arabes, ce qui change tout, parce que Rafah, dont on parle énormément en ce moment, la frontière égyptienne est ouverte par les Égyptiens révolutionnaires et puis par Morsi.
Et donc, beaucoup de Palestiniens vont pouvoir sortir, entrer par là. Et Sinoir, où va-t-il? Dès qu'il peut, il va en Iran, via l'Égypte. Il rencontre Qassem Soleimani, le patron des Pasdaran, et il explique dans son entretien, Soleimani nous a dit qu'on aurait tout le soutien nécessaire, militaire, financier, opérationnel, organisationnel, si vous voulez. Et tout cela, ça a été considéré comme une fanfaronnade, d'une certaine malgré manière. la guerre en Syrie, on sait que les rapports ont été distendus entre le Hamas qui soutenait... En 2012, ils ont dû quitter la Syrie, ce qui est frappant parce que donc Khaled Meshal, qui était à l'époque le patron du bureau politique, a mis les brigades El-Qassam palestiniennes en Syrie au service des rebelles syriens contre le régime d'Assad, soutenu par le Hezbollah. Et ce qui est assez frappant, dans la ville de Qusayr, où s'est joué, qui est une ville syrienne à la frontière libanaise, se passaient par là les armements des sunnites venant du Liban pour la rébellion syrienne. Et la bataille de Qusayr a opposé le régime et le Hezbollah d'un côté et les rebelles appuyés par les brigades El-Qassam palestiniennes. Donc ensuite, Meshal est chassé de Syrie. Et sur l'échiquier palestinien, ça a profité plutôt au djihad islamique, ce financement iranien. Au départ, le djihad islamique, c'est un mouvement que j'avais, quand je faisais ma thèse au Caire, j'avais acheté sur un trottoir le manifeste de Fathi Shkaki qui s'appelait Khomeini al-Hal al-Islami al-Badil, c'est-à-dire Khomeini, l'alternative islamique, dédié à Hassan al-Banna, fondateur des Frères et musulmans, et à Khomeini. Et donc, le djihad islamique est devenu, d'une certaine manière, le premier lien entre la République islamique d'Iran et le mouvement sunnite d'obédience frères musulmans d'islamisme palestinien. Mais au fur et à mesure, et notamment avec la libération de Sinoir, c'est le Hamas Gaza qui entre dans l'axe de la résistance, entre guillemets, dirigé par Téhéran, qui en est le fer de lance, et un fer de lance sunnite situé en pleine zone israélo-palestinienne, c'est-à-dire au cœur de l'ennemi, si vous voulez. Et pour les Iraniens, ça a été un bonus absolument extraordinaire parce que ça les a déchiitisés au regard du monde musulman qui est majoritairement sunnite. Est-ce que ces groupes, donc le Hamas, le djihad islamique ou le Hezbollah comme les Houthis au Yémen, malgré tout, ils peuvent suivre, Gilles Kepel, un agenda politique qui leur est propre à côté de celui défendu par les Iraniens? Pas vraiment, parce que ce qui s'est passé, autant qu'on le sache, pour l'instant, il faut parler avec prudence, pour le Hamas, c'est que la décision, l'opportunité, c'est Sinoir. Probablement, l'élément principal, c'est que les chars ont été retirés, probablement. Alors, est-ce que lui-même, évidemment, savait que c'était 50 ans après le 6 octobre 73 ? Je ne suis pas sûr que la majorité de la population palestinienne, qui doit avoir 17 ans de moyenne, elle est bien sûr pas la mémoire de ça, mais même ne le sache tellement. Et ils ont pris cette opportunité, mais Nasrallah, ensuite, dans son discours du 3 novembre, dit c'est pas bravo, etc., mais c'est pas nous, c'est eux qui ont décidé. Pour rappeler qu'il a beaucoup été teasé, ce discours, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et qu'il a peut-être été un peu décevant du point de vue du Hamas. Oui, pour la petite histoire, tous les journalistes, parce qu'on n'est pas beaucoup à suivre ces choses-là en arabe, tous les journalistes m'avaient, si j'ose dire, booké pour être sur les plateaux. Dire, alors qu'est-ce qui va se passer après? Puis je dis non, c'est pas la peine de venir, il n'a rien dit. Si, il a dit quelque chose de très important. Et il a dit, c'est pas nous. Alors après, il a fini par le prendre au sérieux parce que le Hezbollah s'est trouvé en situation difficile. Il n'était pas prêt. Et le Hezbollah, aujourd'hui, n'est pas en très bonne position. Il a montré une assez grande faiblesse, justement, quand le 2 janvier, les Israéliens ont liquidé Saleh al-Arouri, qui est probablement celui à qui Sinoir a donné l'information une demi-heure avant c'est ce que Malbruno a trouvé comme information. C'est allé à Qatar, semble-t-il, oui. Et en pleine banlieue chiite, d'Ahiyeh, de Beyrouth. Et donc ça a été un coup terrible. Oui, qui est le numéro 2 de la branche politique du Hamas. Oui, c'est ça. Et qui était en fait très proche de Sinoir, si vous voulez. Qui est, lui, originaire de Cisjordanie, alors que Sinoir, c'est Gaza. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça montre que le Hezbollah est en situation qui n'est pas une situation de grande force. Le Liban, dans un état catastrophique, c'est le Hezbollah qui assume la responsabilité. Et aujourd'hui, vous avez une assez grande exaspération, y compris parmi les élites chiites, contre la mainmise de Hezbollah et de l'Iran sur le Liban.
C'est l'une des hypothèses, vous le savez aujourd'hui. Bon, Netanyahou, pour des raisons évidentes, ne veut pas du cessez-le-feu, en tout cas aujourd'hui, puisque ce serait en situation de faiblesse. L'armée n'a pas atteint les objectifs qui avaient été fixés, c'est-à-dire liquider Sinoir pour l'essentiel. Et on l'oublie souvent en France ou autre, parce que, à part dans la communauté juive, l'horreur du massacre du 7 octobre a été, si j'ose dire, relativisée ou diluée par les 30 000 morts, on ne sait pas exactement comment, mais les nombreux morts de Gaza, par la situation de famine qui s'installe. Mais pour les Israéliens, évidemment, le trauma du 7 octobre est tel que leur leader, et c'est ce pourquoi ils le considèrent comme légitime à faire la guerre, de leur point de vue... Qui a été présenté pendant longtemps par ses proches, notamment comme Monsieur Sécurité. Oui, bien sûr. À travers ce fameux concept, justement, qui s'est effondré rétrospectivement. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas, sauf à perdre le pouvoir et à risquer d'aller en prison, faire un cessez-le-feu avant d'avoir le sentiment d'avoir obtenu une victoire quelconque. On a pu lire, pardon Gilles Kepel, je réagis à ce que vous avez dit il y a quelques instants à propos du Hezbollah, on a pu lire que le Hezbollah aurait été non seulement surpris, mais même un peu déçu ou inquiet de la manière dont cette opération avait eu lieu, cette razzia du 7 octobre, puisque cet élément de surprise était précisément ce que cherchait à faire à une date indéfinie, le Hezbollah contre Israël, mais cette fois depuis la frontière nord. Oui, alors ça c'est possible, c'est difficile de le savoir, parce que là, on est tributaire des informations, du renseignement, de la manipulation, mais l'une des options qu'a Israël militairement aujourd'hui, s'il n'arrive pas, d'abord c'est de continuer à Rafah, avec la perspective que le mur qu'a construit l'Égypte pour empêcher les Palestiniens de passer soit cassé dans l'opération, et qu'une grande quantité de Palestiniens en réussissent à passer de l'autre côté, puisqu'au moins ils ne seront plus bombardés. Et alors que l'Union européenne a signé il y a quelques jours un accord avec l'Égypte pour éviter justement que des embarcations par ailleurs de réfugiés rejoignent l'Europe. 7,5 milliards d'euros donnés par Mme von der Leyen en advance payment au maréchal Sissi, c'est un peu la même chose que fait l'Union européenne à Erdogan pour éviter les passages. Donc on voit bien comment cet enjeu apparemment israélo-palestinien, qui a une conséquence gigantesque sur les élections américaines, est également un enjeu européen majeur, si vous voulez. C'est pour ça que, dans ce titre Holocauste pluriel, si vous voulez, j'essaie de montrer comment tout ça fonctionne. Mais il y a aussi également une option qui est sur la table, je pense, d'Israël, c'est d'attaquer le Hezbollah, qui est en situation de faiblesse et pour lequel, finalement, les États sunnites de la région, après avoir dénoncé, bien sûr, l'agression, n'aurait pas un chagrin trop immense. Mais ça supposerait, Gilles Kepel, un soutien important des États-Unis qui existe depuis le 7 octobre concernant Gaza, mais on s'approche de plus en plus de l'élection présidentielle de novembre. Est-ce que c'est si évident que ça que les États-Unis soutiennent C'est très compliqué militairement parce Israël. que Biden est pris dans une sorte de catch-22, pour utiliser le langage des Américains. Soit il continue à soutenir comme il avait fait au début, Israël en fournissant les munitions. Et il s'aliène une partie de la jeunesse, et ce qui est extraordinaire, un certain nombre de musulmans américains ont construit, face à l'omnipotence du lobby juif américain, une sorte de mini-lobby islamique dans le Michigan, à Dearborn, etc., où il y a d'ailleurs beaucoup de Libanais, où le Hezbollah est assez présent, ce qui est assez extraordinaire. Le Hezbollah est présent dans cette Oui, zone. bien sûr, c'est une chose étonnante. Et qui est important, pourquoi ? Parce que le Michigan est un swing state, un État bascule, si j'ose dire, que Biden n'a emporté que de 150 000 voix lors de son élection. Et là, vous avez 100 000 voix qui, à la demande notamment des réseaux d'influence et des électorats arabes de l'extrême gauche, a voté uncommitted, c'est-à-dire je ne vote pas Biden. Donc, il risque de perdre des voix précieuses qui feraient la différence avec Trump, et si il leur donne trop, alors à ce moment-là, l'électorat juif américain, qui est quand même massivement démocrate, va passer chez Trump. Donc, bien sûr, ça c'est un atout formidable pour Netanyahou, parce qu'il estime que le niveau de contrainte exercé sur lui par les États-Unis ne dépassera jamais l'abstention pour la résolution de l'ONU qui est passée lundi, si vous voulez. Et alors, est-ce qu'il y aurait un soutien à une opération au Liban? C'est pas forcément une opération longue, hein. Ça peut être une opération
de frappes très, très violentes. On dit, mais ça n'est pas confirmé, fait partie des on-dit, qu'il savait où était était Nasrallah, pardon, et Netanyahou, qui se présentait comme quelqu'un qui n'aimait pas faire la guerre, qui était monsieur de sécurité, avait refusé l'option parce que les conséquences seraient trop dramatiques. Et Joe Biden lui-même, publiquement, avait mis en garde à la fois Israël et le Hezbollah sur l'ouverture de ce nouveau front dès les premiers jours après le 7 octobre. Quand il avait envoyé le fameux porte-avions Gerald Ford, dont on espère que, contrairement au président Gerald Ford, qui ne pouvait pas mâcher du chewing-gum en même temps, il pouvait à la fois naviguer et envoyer des avions, mais qu'ils ont fait repartir depuis. Mais ça fait partie des options qui sont aujourd'hui sur la table dans l'esprit des états-majors de la région. Et c'est pourquoi, malheureusement, je crains que cette affaire ne soit pas finie d'ici là. Et on voit bien comment, tel que je vois les choses, moi, de l'extérieur, la situation en Israël est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on le voit bien à travers ce que disent les Juifs français, etc. Et on voit aussi le nombre de déplacés à la fois du nord et du sud. Je crois qu'ils sont à peu près 60 ou 80 000 dans le nord. Certains habitants du sud commencent à revenir progressivement. Mais pas dans le nord, parce que justement, la perspective d'une offensive, une contre-offensive, fait que toutes les villes qui sont à la frontière nord, à côté du Liban, sont sous la menace de missiles. Et c'est aussi l'occasion de dégager le terrain pour pouvoir faire une offensive. Est-ce que vous imaginez qu'une voie diplomatique puisse suspendre ou mettre un terme à ce conflit avec ce qu'exige Israël en s'appuyant sur la résolution 1701, le recul du Hezbollah derrière le fleuve Litani, donc à peu près à 20 km de la frontière? C'est justement l'un des enjeux de l'éventualité de l'offensive au nord ou de sa possibilité. Mais il me semble que, au fond, paradoxalement, celui qui détient aujourd'hui une grande partie des clés de l'after, si j'ose dire, c'est l'Arabie saoudite. Puisque l'Arabie, vous avez remarqué qu'en dépit des déclarations publiques, aucun des États signataires des accords dits d'Abraham, que Donald Trump aurait préféré appeler les accords de Donald, pas plus que l'Égypte, la Jordanie qui avait signé avant, n'a annulé ces accords. On proteste, mais tout le monde retient son souffle parce que la perspective de la prospérité partagée reste présente. Les Saoudiens ont répété, même après l'offensive, que pour eux, la reconnaissance de l'État d'Israël n'était pas un problème, à condition qu'il y ait un État palestinien. Alors, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'État palestinien, comment il fonctionne. Netanyahou, on préfère deux, disons que le un. Mais vous pouvez envisager, Gilles Kepel, un réinvestissement politique et économique de l'Arabie saoudite dans la bande de Gaza, alors que les relations entre le Hamas et l'Iran ont été très fortes ces dernières années. C'est aussi une des inquiétudes de Riyad. Justement, Riyad ne peut reconnaître Israël que s'il y a un État palestinien, mais ne reconnaîtra d'État palestinien que si le Hamas, c'est-à-dire l'agent de l'Iran, n'est pas aux commandes. Car, par-delà les questions diplomatiques, Mohammed Ben Salman a recentré, dans sa vision future, l'Arabie saoudite autour du projet de ce qui est pour l'instant simplement un projet sur Facebook, mais de la ville Neom, ce qui est un mélange entre Néo et le M, c'est le début de Mostakbal, c'est-à-dire futur en arabe, qui se veut la métropole, le projet phare, peut-être pharaonique, je ne sais pas, du rayonnement saoudien sur l'ensemble de la région, donc qui quitte l'est du royaume vers l'ouest, vers la mer Rouge. Neom, c'est à 3/4 d'heure d'Eilat s'il n'y a pas de contrôle autoroutier ou de frontière, et donc à 1h15 de Rafah. Et donc, il est impensable, déjà il y a la mer Rouge qui est prise en otage des mandataires houthis de Téhéran, et ça c'est aussi quelque chose de très intéressant, enfin terrifiant, c'est que avec des drones à quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros, je ne sais pas, vous pouvez couler des bateaux qui transportent des millions d'euros de marchandises et interrompre l'une des principales voies commerciales de la planète sur la mer Rouge. Les Chinois, pour l'instant, soutiennent, mais il n'y a pas que des bateaux chinois qui transportent leurs marchandises. Et ça a considérablement fragilisé notamment l'Égypte. Oui, bien sûr, qui n'a plus d'argent du canal de Suez. Et aussi la Chine, parce que la Chine est en situation difficile aujourd'hui. Le Parti communiste est en train de dire que le seul capitalisme qui est valable, c'est celui des camarades, ce qui n'est pas forcément toujours rentable. Et surtout, les containers s'empilent sur les ports de Nankin, Shanghai et ailleurs, ce qui leur pose des problèmes. Et
Et donc, pour ce perspective Neom mer Rouge, s'il y a l'enfer sur terre à Gaza, ou le contrôle iranien sur Gaza, ça pose un énorme problème dans la projection de l'Arabie saoudite dans le futur. Donc, en ce sens, je crois que les Saoudiens sont très sérieux, très committed, comme on dit. J'ai pu m'entretenir avec un certain nombre de dirigeants saoudiens dans ce semestre vient de se passer, avant la guerre, mais pour lesquels le projet Neom suppose qu'il y a la paix faite avec Israël et la reconnaissance mutuelle, mais également avec l'État palestinien. Ils ne peuvent pas s'engager s'il n'y a pas d'État palestinien, ne serait-ce que parce que Gaza, dans ce cas-là, est contrôlé par l'Iran. Et le contrôle de Gaza par l'Iran, ça empêche la prospérité saoudienne. Vous voyez, donc on est pris dans un jeu avec plusieurs variables qui probablement va prendre un peu de temps parce que chacun s'efforce d'épuiser les options. Netanyahou a son enjeu politique particulier. Il faut qu'il arrive à donner quelque chose à l'électorat. S'il sort avant, s'il accepte un cessez-le-feu avant, il est fini politiquement et probablement pour sa liberté publique à lui. Les Saoudiens ont leur enjeu. Les Iraniens, à mon sens, ne sont pas dans une forme extraordinaire. Ils ont tout le monde a parlé de l'attentat à Moscou causé par l'État islamique Khorasan, bien sûr, mais peu de gens ont rappelé qu'il y en avait déjà eu un le 3 janvier, justement. Lors d'un hommage rendu à Qassem Soleimani, l'inspirateur suprême de Yahya Sinwar. Il y a eu 130 personnes mortes dans un Iran où, justement, la monarchie est à la peine et où les gardiens de la révolution sont en train de prendre une puissance extraordinaire. Soleimani est vénéré un peu comme si c'était le culte des grands imams martyrs du chiisme, si vous voulez. Et donc, le fait que cet attentat ait eu lieu dans cette cérémonie qui est un peu devenue la célébration majeure du régime de la République islamique et des Pasdaran, et manifeste qu'il y a aussi un défaut dans la cuirasse iranienne, comme il y a un défaut dans la cuirasse russe. Et quelques temps après les déclarations du président de la République, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais quand j'étais jeune, si je ne mangeais pas ma soupe, ma grand-mère me disait « Attention, les chars russes vont arriver à la Bidassoa ». Ils n'y sont pas tout à fait. Et donc, on voit bien que ce Sud global, qui est construit sur la lutte contre le génocidaire israélien, le Nord méchant, où d'ailleurs la plupart des populations du Sud essayent de partir, parce que les États du Sud sont illibéraux. Saisissant. Oui, tout à fait. Est en fait une sorte de construit fictif. Un peu artificiel, finalement. Les intérêts et la vision du monde sont assez différents. Oui, tous les construits idéologiques sont fictifs. Mais là, vous voyez la Russie, grand chef du Sud global, même si elle est arctique, qui prend un coup de l'État islamique du Khorasan, alors que ce sont eux qui ont essayé de réconcilier Hamas et l'OLP à Moscou. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Donc on voit bien que c'est un monde qui a beaucoup de contradictions, ce qui, d'une certaine manière, les planètes n'étant pas alignées, me rend pas complètement optimiste sur une solution pacifique à très court terme. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouveau livre Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident. C'est publié aux éditions Plomb. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous.